Alessandro, donc si j'ai bien suivi, tu as un parcours plutôt en philosophie, philosophie de l'art, et tu t'es tourné après vers l'anthropologie, notamment au contact de Philippe Descola, et donc dans cette idée aussi, notamment d'essayer un peu d'en finir avec l'idée selon laquelle il y aurait une séparation entre l'humain et une idée de nature, si je comprends bien. Ce qui fait quand même pas mal écho aussi à ce dont on vient juste de parler dans la conférence précédente. Et tu es auteur aussi de bande dessinée. Moi, j'ai lu notamment ta BD qui s'appelle Annette, qui parle d'un séjour dans le peuple Jivaro, que j'ai trouvé très intéressante. Et donc en posture de d'étudiants dans le domaine de l'anthropologie qui découvrent beaucoup plus de choses sur le terrain que ce qu'il aurait pensé qui arriverait. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce livre et que c'était aussi très instructif. Et aussi un des ensembles de livres qui m'a beaucoup plu et qui, je pense, a contribué pas mal à te faire connaître, qui est le petit traité d'écologie sauvage, dans lequel tu me corriges si je dis des bêtises, mais il y a une perspective qui est inversée et il y a plutôt la vision du monde du peuple Jivaro qui prédomine dans le monde. Et tous les décideurs politiques doivent aussi se plier à cette vision du monde. Et c'est pas triste de voir Donald Trump apprendre à pister des belettes. Voilà, je te laisse la parole maintenant. Si besoin, je te proposerai des pistes pour relancer un peu la discussion ou pour aiguiller un peu. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'au bout d'un moment, quand tu auras fini de dire quelques éléments de base, qu'on amorce la discussion avec les personnes dans la salle et en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir quand ce sera le moment. Bah, cool, merci beaucoup. Bah, ça fonctionne? Ouais. Bah, effectivement, pour repartir de ce que tu viens de dire, moi, c'est effectivement la découverte de Descola et cette idée d'après laquelle la distinction entre nature et culture est propre à l'Occident moderne et pas du tout universelle, comme on aurait tendance à le croire spontanément, vu qu'on a tous baigné là-dedans, et une idée qui a une certaine puissance intellectuelle, on pourra en reparler, mais qui a aussi une puissance politique, et qui pour l'instant est largement sous-exploitée, il me semble. Et du coup, c'est ça dont j'aimerais bien qu'on parle ensemble, et plus précisément peut-être je vais essayer de dire que les initiatives qui relèvent d'une vaste nébuleuse qu'on pourrait appeler l'écologie territoriale, dont font sans doute partie les initiatives que vous portez, c'est-à-dire des projets avec une sensibilité écologiste, mais ancrés sur des territoires et éventuellement avec un regard sur les questions de subsistance, notamment alimentaire. Pourquoi ces initiatives-là auraient intérêt à se fédérer et à s'inscrire dans un projet politique de façon beaucoup plus explicite, beaucoup plus déterminée que ce qui se passe aujourd'hui? Et du coup, je vais commencer par un espèce de résumé. Alors, sachant que c'est pas complètement évident de résumer l'époque politique dans laquelle on est, mais je vais quand même commencer par là, et notamment un point qui me semble important et qui est mal compris, et ensuite faire un certain nombre de propositions. Donc, je vais essayer de faire ça en une vingtaine de minutes. Vous m'interrompez évidemment sans hésiter, me couper la parole, surtout si c'est pas clair. Et peut-être, par contre, pour les questions en plus de débat, la contradiction, on fera ça dans un second temps. Mais si vraiment ce que je dis vous semble vraiment trop scandaleux et que ça nécessite interruption, n'hésitez pas. Du coup, sur notre situation politique, le point sur lequel, à mon avis, il est important d'insister, d'être au clair pour penser quoi faire, c'est de prendre acte de façon très déterminée de la fin, de la mort de ce qu'on pourrait appeler le modèle social-démocrate, la fin de la social-démocratie et son remplacement tendanciel par une espèce de néofascisme mondialisé dont on commence à deviner les contours. Et le modèle social-démocrate, c'est une forme politique très particulière qui s'est mise en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et dont le principe général est de développer les forces productives, de développer la production de richesses via le marché capitaliste, via l'extension du marché capitaliste, tout en organisant une forme de redistribution, hein, via ce qu'on appelle parfois la jambe gauche de l'État, qui s'occupe d'amoindrir les dégâts produits par le libre marché et de redistribuer une partie des richesses. Et quoi qu'on en pense, malgré toutes les critiques tout à fait légitimes qu'on peut adresser à ce modèle, c'est bon an, mal an, dans une certaine mesure, ce qui s'est en effet produit. Hein, le niveau de vie matériel global a globalement augmenté. Sans doute pas le bien-être, c'est autre chose, mais en tout cas, le niveau de vie matériel
le voulait la promesse social-démocrate, a globalement augmenté. Sauf que ce modèle-là repose sur un équilibre des forces, une forme de compromis du grand capital et les intérêts des classes laborieuses, des classes dominées. Et même si le rapport de force a globalement toujours penché en faveur du capital, c'était comme ça a quand même été un temps relativement équilibré. En tout cas, les classes dominées, les classes laborieuses, le prolétariat, avaient les moyens d'arracher des concessions aux classes dominantes, parce que la redistribution ne s'est jamais produite sur la base d'une générosité paternaliste de l'État, comme le voudrait le modèle social-démocrate, mais parce que les dominés avaient les moyens d'arracher des concessions. Et les conditions structurelles qui permettaient cet équilibre, c'était un certain nombre de points qui inquiétaient les grands dominants, qui faisaient qu'ils n'étaient pas tout à fait tranquilles. Bon, il y avait évidemment pendant longtemps la peur de la diffusion des idées communistes depuis le bloc de l'Est. Les partis communistes étaient globalement puissants en Europe, les syndicats aussi. Et les syndicats avaient des velléités révolutionnaires qui avaient de quoi inquiéter le grand capital. À certaines périodes et dans certaines régions, on a frôlé le plein emploi, ce qui diminue largement le pouvoir du capital sur le travail, vu qu'on a moins peur du licenciement, on retrouve du travail plus facilement. Pendant toute une partie du XXe siècle, restaient des liens entre les classes laborieuses et la paysannerie et les campagnes nourricières, ce qui permettait entre autres de nourrir les grèves et donc de tenir des grèves beaucoup plus longues et beaucoup plus impactantes. Et puis, à un niveau psychologique, une part au moins des grands dominants ont sans doute cru au modèle social-démocrate comme un outil de gouvernance efficace, c'est-à-dire redistribuer une partie des richesses produites tout en entretenant un niveau d'inégalité que les dominants jugeaient acceptable, était vu comme un moyen de gouvernance, dans la lignée du Fordisme, une manière de tenir les dominés tranquilles. Et donc vraiment, c'est important de voir à quel point ces conditions ne sont plus réunies. Ça a commencé à s'effriter dans les années 70 et aujourd'hui, vraiment, les conditions structurelles de la social-démocratie ne sont plus. Bon, le bloc de l'Est s'est effondré, les partis communistes ont disparu ou ressemblent plus à rien comme chez nous, les syndicats sont beaucoup plus faibles, ont abandonné les velléités révolutionnaires, ce qui fait qu'ils font plus peur à personne. L'agro-industrie nous a dépossédés de tout moyen d'autonomie alimentaire. Le chômage s'est installé à un niveau endémique qui donne un pouvoir de contrôle via la peur du licenciement aux dominés. On leur donne un pouvoir aux dominants sur les dominés. Et psychologiquement, et ça c'est un facteur essentiel aussi, c'est que les ultra-dominants ne peuvent plus croire à ce modèle-là. Disons, la crise écologique vient balayer l'idée d'une croissance infinie et redistributive. Et là, maintenant, l'état d'esprit global dans lequel est rentrée la classe dominante à l'échelle d'une classe, c'est de se mettre à l'abri, de détruire au contraire toutes les possibilités, toutes les formes de redistribution pour renforcer les structures de leur domination et espérant ainsi échapper aux effets les plus durs de la crise écologique un peu plus longtemps que les autres, ce qui est un choix immoral évidemment, suicidaire à moyen terme, mais à court terme, on voit bien ce qu'il peut avoir d'attrayant. Et donc, je réinsiste, on pourra en reparler, que le modèle social-démocrate et les partis, malheureusement, il y a encore un certain nombre de partis qui se revendiquent de ce modèle et qui prétendent le mettre en œuvre, mais vraiment, c'est un projet politique zombie, quoi. Les conditions, l'idée qu'on va aménager progressivement par un réformisme paisible, le capitalisme financiarisé pour le rendre socialement plus juste et maintenant plus écologique, plus vert, vraiment, ça ne se peut plus, quoi. Les conditions qui auraient permis ça ne sont plus réunies. Bon. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça laisse? Si on a quand même des velléités de rendre le monde un peu plus juste et un peu plus écologique, qu'est-ce que ça laisse comme possibilité? Ça en laisse pas énormément. En fait, ça en laisse qu'une. C'est de renouer avec les perspectives révolutionnaires, avec les perspectives de la gauche révolutionnaire. Et heureusement, les perspectives révolutionnaires, c'est pas forcément, et en fait pas substantiellement, un scénario caricatural de type Grand Soir où on prend l'Élysée les armes à la main. Ça a jamais été ça. Heureusement, parce qu'on ne voit pas vraiment les choses se dessiner comme ça à l'horizon, et quand bien même ça se produirait, on ne voit pas comment ça pourrait bien se passer ensuite. Mais ça n'est... Et de fait, par ailleurs, aucune démocratie parlementaire capitaliste stabilisée n'a été renversée de cette manière. On n'a aucun modèle, ça ne s'est jamais produit. Et heureusement, les perspectives de la gauche révolutionnaire, et ce depuis les textes d'origine, y compris chez les grands esprits tutélaires de la gauche révolutionnaire que sont Marx et Engels, ça n'a jamais été ça, la perspective, mais beaucoup plus une synergie entre un gouvernement élu par les urnes, un gouvernement révolutionnaire élu qui prend le pouvoir par les urnes et qui
collabore avec des mouvements sociaux organisés, si bien organisés qu'ils constituent une forme de double pouvoir et rentrent dans des interactions belliqueuses ou pacifiées avec l'État. Et c'est la conjonction de ces deux entités, de cette situation de double pouvoir qui permet d'engager efficacement un processus révolutionnaire. Et aujourd'hui, surtout dans la situation dans laquelle on est, il faut voir à quel point ce second pouvoir, à quel point un pouvoir populaire auto-organisé est absolument essentiel. Que là, aujourd'hui, un gouvernement de gauche de rupture, c'est-à-dire qui serait vigoureusement décidé à affronter les intérêts du capital financiarisé mondialisé, qui serait décidé à aller au clash, n'aurait aucune chance de tenir. Il n'aurait que deux devenirs possibles, dont là, pour le coup, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Un devenir de type Salvador Allende, c'est-à-dire Salvador Allende, président du Chili, qui en 73 est poussé au suicide alors que l'armée de Pinochet, soutenue par les États-Unis, bombarde le palais présidentiel. Alors aujourd'hui, ça se passerait peut-être de manière plus feutrée, mais en tout cas, ça serait la démission du gouvernement. Soit l'autre devenir, c'est un devenir Mitterrand en 83 ou plus récemment Alexis Tsipras en Grèce en 2015, c'est-à-dire on résiste un temps, on essaye de faire quelque chose, et puis quand la pression des intérêts financiers, la fuite des capitaux, l'explosion des intérêts de la dette et un certain nombre de pressions que le grand capital a acquis dans les dernières décennies, où la libéralisation en partie. Et ce qui est ironique, si on goûte à l'humour noir, c'est que c'est la social-démocratie elle-même qui a détruit les possibilités de son équilibre en libérant si bien les flux de capitaux internationaux qu'elle a offert un pouvoir de coercition au capital sur les États eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de la seule façon d'échapper à ces deux scénarios, c'est-à-dire démission ou retournement de veste dans des conditions vraiment particulièrement humiliantes dans le cas de Tsipras, qui a subi vraiment l'impact de ce qu'on appelait la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et la Commission Européenne. Pour échapper à ces deux scénarios, il n'y a qu'une possibilité, c'est que le gouvernement progressiste, le gouvernement de gauche, puisse compter sur l'appui de mouvements sociaux suffisamment puissants, suffisamment organisés pour faire peur par leur capacité de mobilisation à la classe du grand capital. L'effrayer à tel point que le rapport de force bascule dans le sens du gouvernement de gauche et non pas dans le sens des capitalistes. C'est ce qui s'est produit en Bolivie au début de la présidence d'Evo Morales, dont toute la droite bolivienne lui avait prévu un destin similaire à celui de Salvador Allende, mais ça ne s'est pas produit parce qu'il a pu s'appuyer sur des mouvements syndicaux et surtout des mouvements autochtones, indigènes, extrêmement organisés qui ont tenu l'oligarchie bolivienne en respect pendant un certain temps. Voilà, donc s'il s'agit de renouer, si c'est ça l'espoir qu'on a, c'est-à-dire une synergie, une entente entre un gouvernement de gauche qui sait s'appuyer, contrairement à Mitterrand en 83, ça s'est reconnu comme étant son erreur massive à partir de 81, au lieu d'essayer d'encourager l'organisation des mouvements sociaux, le gouvernement Mitterrand les a réprimés, les a affaiblis en les voyant comme une nuisance, et quand il a fallu aller au clash en 83, il n'avait plus personne pour le soutenir. Et donc si c'est ça la perspective avec laquelle il faut renouer, bon il y a deux objections massives qui viennent tout de suite à l'esprit, deux objections très sérieuses, vous les avez toutes les deux en tête. L'une touche les mouvements sociaux, l'autre le gouvernement, donc on n'a ni l'un ni l'autre. Les mouvements sociaux organisés notamment, où sont-ils ? Si ça s'est mal passé en 83 alors que les ouvriers syndiqués se comptaient par millions, on ne voit pas comment ça pourrait bien se passer aujourd'hui, donc c'est une objection sérieuse. Et la façon le premier sujet central, la première hypothèse importante que j'aimerais apporter et de laquelle on va essayer de parler ensemble, vous me direz ce que vous en pensez, c'est dire alors certes, les classes populaires, les classes ouvrières sont fragmentées, elles sont divisées, le monde du travail est complètement explosé, il y a un certain nombre de divisions basées notamment sur des critères culturels et savamment alimentés par les dominants pour empêcher les classes populaires d'éprouver une puissance collective. Donc certes, mais par contre, il y a quand même, et la situation est bien plus tragique de ce point de vue-là qu'elle l'était en 83. Par contre, il y a un facteur qui a changé, enfin il y en a un certain nombre, mais il y a un facteur historique massif, énorme, qui distingue la période actuelle de 83, c'est la crise écologique et la conscience qu'on en a notamment. Et il doit y avoir une façon de saisir la question écologique, de la saisir justement par le bas, par les intérêts des classes populaires, qui puissent jouer le même rôle fédérateur que l'organisation ouvrière et les intérêts communs de la classe ouvrière a été censé jouer pendant toute une partie, puisque dans la tradition de la gauche révolutionnaire, c'est le parti ouvrier qui est censé composer ce double pouvoir, avec le prototype de l'usine occupée, du soviet, du conseil ouvrier. Et là, effectivement, on a du mal à voir, même si faut continuer à y penser, à se demander comment ça pourrait se produire, mais on a du mal à imaginer que ça puisse revenir de là. Par contre, il y a cette nouvelle dimension de la question écologique qui pourrait jouer ce rôle fédérateur à condition de la saisir correctement. Et donc, je vais y revenir
dans pas longtemps pour savoir ce que ça veut dire la saisir correctement. Mais avant ça, j'évoque la seconde objection qui est tout aussi massive, peut-être un tout petit peu moins, mais quand même, qui est bon, le gouvernement élu, on l'a pas tellement non plus. Et même si c'est un peu moins, pas complètement exclu en 2017, sait-on jamais, hein, sur un malentendu, les sondages ont quand même plutôt l'air d'annoncer des victoires de l'extrême droite, et ce, un peu partout en Europe et dans le monde. Et là, il n'y a pas vraiment de façon d'y répondre, si ce n'est de dire que se fédérer, essayer de penser à essayer de constituer un double pouvoir, un contre-pouvoir à l'État, donc fédérer des initiatives locales, territorialisées, étendre les capacités d'autonomie matérielle et politique, ça peut pas être une mauvaise idée. Dans tous les cas, quoi qu'il nous attende, ça peut pas faire de mal. Et notamment s'il s'agit de résister à ce qui nous arrive étant bon, un gouvernement fasciste sans doute, une aggravation de la crise écologique et surtout un espèce de cocktail détonnant entre les deux dont on ne voit pas encore bien ce que ça va donner, mais sans doute ça sera, en tout cas ça demandera résistance. Et c'est peut-être même la bonne façon d'aborder la question de la fédération des initiatives territoriales et de la constitution d'un double pouvoir, de se dire, en fait c'est ça l'objectif, c'est de créer des réseaux de résistance. C'est peut-être finalement plus riche et plus porteur que de dire on va conquérir le pouvoir dans un processus révolutionnaire, parce que ça semble tellement hors de portée, tellement lointain que c'est peut-être on a joué cette carte-là avec les soulèvements de la terre notamment de façon assez décidée moi j'ai écrit là-dessus pendant un certain temps. Il y a quelques années encore, on voyait bien que c'était pas à portée de main, mais on pouvait se dire putain, bon an mal an, on va quand même dans le bon sens. Mais là, depuis quelques années, l'ampleur des forces contraires est telle qu'on n'arrive plus à se dire ça. Et du coup, se dire bon, mais on va constituer des réseaux de résistance. Ça semble plus plausible. Et surtout qu'un réseau de résistance, ça sert pas que à résister, même à se protéger. Ça a trois fonctions. Donc la première, effectivement, c'est se protéger, offrir des possibilités de protection et de refuge, notamment contre les premières personnes qui sont et seront les victimes des organisations fascistes, et éventuellement avoir des possibilités d'intervention. Là, les soulèvements de la terre sont en train d'essayer de faire ça pour intervenir au moment des catastrophes écologiques comme les incendies massifs qu'il y a eu dans l'Aude cet été, en cas d'inondation. En tout cas, avoir des capacités de réaction. Donc, première fonction des réseaux de résistance, se protéger. Deuxième fonction, se tenir prêt à l'ouverture inattendue d'une fenêtre politique favorable, hein, être prêt à intervenir si quelque chose de surprenant se produit. Alors, par exemple, des élections anticipées, l'élection surprise d'un gouvernement pas trop hostile, ou un moment insurrectionnel massif, type gilet jaune en multiplié par 10, ou un mouvement agricole qui d'un coup surgit et faudra se tenir prêt à s'y mêler, intervenir, le soutenir matériellement, nourrir les blocages et offrir des ressources organisationnelles, vu que ça c'est un des gros points faibles de notre époque, c'est qu'on a vraiment perdu, oublié les savoir-faire de l'auto-organisation. Et c'est la grosse différence avec la Bolivie, hein, ce qui a permis les mouvements sociaux en Bolivie. C'est la base indigène où c'était quand même des personnes qui avaient toutes grandi dans des contextes où on s'auto-organise, on prend des décisions autonomes à l'échelle de 30 000 personnes dans des vallées entières. C'est sûr que ça fait des capacités, des savoir-faire qu'on n'a plus. Et c'est un des objectifs des réseaux de résistance, de commencer à œuvrer à les reconstruire. Et troisième fonction des réseaux de résistance, et là c'est vraiment la lacune massive des mouvements militants aujourd'hui, c'est de constituer avec un certain degré de précision un projet politique commun. Et avec un certain degré de précision, c'est-à-dire en dépassant les principes, quoi. Il ne s'agit pas juste de dire on va construire un monde plus juste et plus écologiste, mais vraiment de rentrer dans le détail des refontes institutionnelles, économiques et politiques qu'on espère mettre en place quand l'occasion se présentera. Donc on affirme qu'il y aura une occasion, qu'il y aura un équivalent de la libération, qu'il y aura un moment où il faudra être présent pour avoir quelque chose à proposer. Et là, on peut se référer au CNR, au Conseil national de la résistance, hein, qui avait préparé en 43, dans une France occupée, notamment le régime général de la sécurité sociale, la manière institutionnelle de fédérer des caisses de sécurité sociale dans un régime général. Et sans doute que si ça n'avait pas été si bien préparé en amont, on n'aurait pas eu le régime général, parce que la fenêtre politique qui a permis de le voter s'est assez rapidement refermée. Et évidemment, ces trois fonctions des réseaux de résistance sont enchevêtrées les unes dans les autres, hein, vu que se protéger et élaborer un projet politique commun, ça se nourrit l'un l'autre. Et un des intérêts d'essayer d'activer les affects de protection et pas seulement de conquête, c'est sans doute que, à la manière, encore une fois, du Conseil national de la résistance, ça permet sans doute de fédérer plus large, quoi, d'aller
le Conseil national de la résistance, où des communistes se sont alliés avec des royalistes, enfin des gaullistes, des espèces d'alliances improbables. Et dans un moment où on se dit, il s'agit de se tenir ensemble, de se protéger, de serrer les coudes contre un ennemi commun qui est si clair, si massif, c'est sans doute une manière plus efficace que d'être dans une optique un peu trop conquérante, d'aller parler à des zones de l'espace social avec lesquelles l'écologie territoriale, pour l'instant, parle assez peu. Je suis en train de vous mettre vraiment un putain de tunnel. Je ne sais pas si vous avez des réactions, mais sinon... Non, mais c'est bien. Comme ce que tu dis, c'est très intéressant. J'ai l'impression en tout cas, que tout le monde écoute. Il y a des questions de clarification jusque-là, sinon... Je vous sens très attentif et attentive, mais je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des questions de clarification pour lui laisser le temps de reprendre son souffle et de boire un petit peu? Ça va, c'était clair? Ah, j'ai pas vu où ça. Non? Bah, ça me paraît tout clair. Très bien. Je pense que ça vaut le coup que tu ailles jusqu'au bout. C'est plus très long. C'est que jusqu'au bout de ton propos et après on réagira. Je reviens à l'hypothèse sans doute la plus importante, qui est que comment la question écologique peut ce qu'elle fait pas pour l'instant. De fait, ça devrait. On s'y attendait. On s'attendait à ce que vu l'ampleur du phénomène, ça produise un effet fédérateur, mais de fait, ça semble faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on perçoit l'environnement comme menaçant et du coup, plutôt ça polarise que de fédérer à l'encontre du discours des dominants qui disent on est tous dans le même bateau, on va. Mais c'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Mais il y a sans doute, il doit y avoir une force politique dormante dans cette affaire-là. Et l'hypothèse que je défends, qu'on est un certain nombre maintenant à défendre, et qui est une hypothèse qui repose sur les données anthropologiques et archéologiques, qui montre que, et là je fais référence au bouquin que tu es en train de lire de Charles Stepanov qui s'appelle Attachement, entre autres, mais bon, il y a plein de livres qui vont dans ce sens-là, plein de travaux qui vont dans ce sens-là, et qui montrent quelque chose de finalement assez prévisible, qui est que les attachements au milieu de vie, les attachements matériels, alimentaires notamment, mais aussi affectifs, l'ensemble de liens émotionnellement chargés, empathiquement chargés qu'on peut tisser avec un territoire nourricier et ses habitants non humains, végétaux et animaux, a été une dimension massive dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire toutes les sociétés humaines se sont constituées sur la base de ce genre de réseau-là. Ça a sans doute en partie façonné nos capacités cognitives et émotionnelles. Et ces attachements-là ont été à peu près entièrement effacés, niés par les 2 derniers siècles de modernité industrielle, ont été relégués au statut d'archaïsme qu'il fallait dépasser pour créer des humains détachés, un prolétariat détaché, donc corvéable à merci, et pour ne pas entraver la marche du progrès et la création d'individus, de purs individus sans lien. Et donc, il y a on est sans doute, si c'est un besoin vraiment fondamental de l'esprit humain que de ressentir, de se sentir tissé dans ces attachements-là, et qu'on en est tous privés, il est probable qu'on soit tous dans une sorte d'état de sous-alimentation chronique de ces formes d'attachement-là, qui sont sans doute responsables d'une partie, sans doute surtout en milieu urbain. Alors, c'est pas du tout la seule raison, bien sûr, mais une espèce de mal-être généralisé. Et donc, un projet politique qui poserait les conditions structurelles, institutionnelles pour rouvrir cette trappe, pour nous permettre de rééprouver collectivement ce que ça fait. En fait, c'est des affects dont on est si habitué à avoir été dépossédé qu'on sait même plus ce que ça fait. Il faut se retrouver dans des situations qui permettent de les rééprouver, et de rééprouver les possibilités de joie, d'intensité de vie, d'une sorte de plénitude émotionnelle, de se sentir maillé, saisi dans un tissu affectif, mais pas seulement, aussi de dépendance matérielle, notamment alimentaire, et de dépendance dans les différents aspects de la subsistance, de se sentir maillé à un milieu de vie. Et donc, et de fait, un projet la constitution d'un double pouvoir par les territoires, par des organisations territorialisées, et la relocalisation, la reprise en main du pouvoir politique territorialisé, en reprenant une forme de souveraineté sur les activités agricoles notamment, les activités paysannes, les façons de se nourrir. Il y a foule d'initiatives qui vont dans ce sens-là. C'est les conditions, en tout cas, il faut relocaliser dans la mesure du possible le pouvoir politique par tout un tas de voies légales et extra-légales qui permettent de le faire. Un des endroits où ça a été le plus spectaculaire et le plus soudain, et c'est là que j'ai éprouvé la chose, et c'est à partir de là que je réfléchis à ces questions-là, c'était sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où d'un coup on se retrouve sur un territoire où
l'ensemble de ce qui nous entoure dépend de nous. On n'est plus spectateur d'un environnement passif, mais si ces des brebis sont là, si ce bout de forêt est en libre évolution, si ici il y a une mare, c'est parce qu'on l'a décidé collectivement. Et ça transforme évidemment jusqu'à la perception, de l'impression que ça fait, la sensation phénoménologique que ça fait d'être sur ce territoire. Et donc là, a priori, il doit y avoir une puissance affective, une puissance émotionnelle à libérer, capable de faire mouvement beaucoup plus efficacement que les affects sur lesquels joue l'écologie de gouvernement, à savoir l'éco-anxiété, où on dit va falloir faire des sacrifices pour éviter le pire. Mais on n'a jamais fait un mouvement politique puissant sur des affects tristes. Juste la perspective d'éviter le pire, ça ne fait pas mouvement. Il faut une perspective d'aller vers du mieux et idéalement une perspective vraiment de changer ce que ça veut dire d'être humain. Les mouvements révolutionnaires puissants avaient cette ambition-là. Et là, cette perspective-là, de se dire on va rééprouver des affects qui ont disparu du champ des possibles parce que les conditions ne sont plus réunies pour qu'on puisse les éprouver, il y a vraiment une possibilité de dire on va transformer fondamentalement ce que ça veut dire d'être humain, on va redevenir des humains qui chérissent leur dépendance matérielle et affective à des milieux de vie. Et du coup, pour résumer, parce qu'il y a un point que j'ai laissé en cours, mais qu'il faut redire en conclusion. Donc, l'idée était de tisser des réseaux de résistance sur cette base-là, avec ces trois fonctions de se protéger, préparer des moments politiques inattendus, élaborer collectivement un projet politique un peu précis et se tourner, pareil, j'ai sauté cette idée-là, mais un des avantages de l'idée de l'écologie territoriale pour préparer un double pouvoir et préparer un pouvoir populaire auto-organisé, c'est que la question de la subsistance est tout de suite prise en main. C'est-à-dire que la question notamment alimentaire est tout de suite prise en charge. Or, dans les mouvements révolutionnaires classiques, ça a été très souvent le point de faiblesse massif. C'est-à-dire que c'est que pour tenir, il fallait pouvoir se nourrir. Or, on espère affaiblir des structures comme le marché capitaliste mondialisé, par exemple, sauf qu'on est vitalement dépendant de lui dans chaque recoin de notre existence, notamment alimentaire. Donc, on peut évidemment pas, ça nous plonge dans un état de faiblesse politique chronique. On dit, on veut s'attaquer à des structures dont on dépend. Donc, reconstruire des possibilités d'autonomie alimentaire, c'est la base pour reconstruire un pouvoir politique. Allende, ça a commencé à partir mal pendant quand la droite chilienne a réussi à déclencher une grève des routiers qui a créé des pénuries alimentaires dans les grandes villes chiliennes. Donc, une perspective de recréer un pouvoir, un double pouvoir, non pas depuis les usines occupées, mais depuis les territoires nourriciers, prend en charge spontanément ça. Et donc, s'interroger sur la façon de tisser des réseaux de résistance, aller chercher les alliances et les discussions bien au-delà de ce qu'on fait pour l'instant, notamment sous ce prétexte de la protection, et faire ça. Ça, c'est parfois plus difficile à entendre dans certaines branches du milieu militant, faire ça en synergie avec une stratégie électorale. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y aura pas de... Et là encore, quand bien même c'est une défaite qui s'annonce, plus le parti de gauche de rupture sera puissant, plus il aura de possibilités de nous protéger, plus il y aura de possibilités de dialogue et d'interaction. Et donc là, il y a une synergie à trouver. Évidemment, il ne s'agit pas d'abandonner les activités de l'écologie territoriale pour faire du porte-à-porte et faire du militantisme électoral de base, mais en tout cas, trouver une manière d'empuissantement mutuel où chacun apporte quelque chose à l'autre, où le parti qui a quand même un pouvoir organisationnel énorme nourrit les mouvements sociaux, encore une fois, ce qu'ils ne font pas du tout pour l'instant, et inversement, les mouvements sociaux territorialisés se posent cette question-là, mêlent à leurs activités la perspective de créer les conditions d'une possible victoire électorale. C'est parti, on y va. Donc on a un bon programme devant nous qui est relativement complexe, mais en fait pas tant que ça non plus. Enfin qui comporte des éléments qui sont accessibles quand même et qui par contre, comme tu le soulignais, la fenêtre de possibilités pour que ça se mette en place est pas évidente à trouver. Mais il y a en effet des éléments qu'on peut déjà commencer à essayer de trouver. Moi, j'ai plein de questions à te poser, mais c'est intéressant aussi que les autres personnes de la salle en proposent. Peut-être, ouais, non, vas-y, je t'en prie. Bon, merci beaucoup pour ton introduction. Ça m'a bien réveillée parce que ça touche à plein d'endroits. Et donc, notamment, cette possibilité que tu proposes d'allier un gouvernement des gauches avec les mouvements sociaux qui vont venir soutenir. Et ouais,
la gauche. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Colombie récemment. En fait, après 50 ans des gouvernements extrême droite, il y a enfin un président à gauche qui a réussi à être dans les pouvoirs grâce au fait qu'il s'est beaucoup appuyé sur les mouvements sociaux. Sauf que ce qui est très paradoxal, c'est que maintenant, une fois il est au pouvoir, donc il y a tout un tas oui, des problèmes parce que justement, il y a quand même l'extrême droite dans les congrès. Et donc, il y a beaucoup des... En fait, on ne laisse pas faire grand-chose. Donc, ça affaiblit énormément les mouvements sociaux en ce moment en Colombie. Donc, paradoxal. Qu'est-ce qui les affaiblit? L'État lui-même qui les Oui, réprime? l'État même, même si l'extrême gauche, oui, parce que c'est maintenant Petro et c'est vraiment extrême gauche, est au pouvoir, mais paradoxalement, maintenant, ils sont très affaiblis. Donc, maintenant, il y a beaucoup la réflexion de comment aller vers la décentralisation du pouvoir. C'est vraiment urgent et notamment cette question du territoire. Mais comment aller vers là pour pouvoir et enfin vers une auto-organisation au niveau effectivement territoire et décentralisé. Parce qu'en effet, cette stratégie qu'on pensait pouvait servir, en fait, en ces moments, desservit les mouvements sociaux en Colombie, par exemple. Parce que le gouvernement lui-même les réprime. Oui, mais parce que même s'il est le président, bah, il n'est pas tout seul. Il a quand même tous les congrès, sénats, etc. Et du coup, finalement, il se retrouve à pas pouvoir développer toutes ces initiatives au niveau du territoire. Et donc, comment on fait pour aller vers la décentralisation? Et même, il y a des livres comme Nous sans l'État, des Yasmira, je me rappelle pas son nom, mais effectivement, comment il a un besoin urgent de décentraliser. Oui, évidemment, c'est l'autre difficulté majeure. Et c'est un des devenirs possibles des situations révolutionnaires. En l'occurrence, c'est le devenir de la révolution russe et de la révolution chinoise. Hein. C'est-à-dire, dans un second temps, le pouvoir centralisé se retourne contre les structures auto-organisées, populaires. C'est Trotsky qui envoie l'armée rouge massacrer les soviets un peu trop récalcitrants. Et donc, c'est la saisie, c'est la puissance révolutionnaire qui est ressaisie par un nouveau pouvoir institué. C'est ce qui s'est passé en Bolivie après une période de quelques années à une sorte d'idylle avec les forces syndicales, parce que le président venait des mouvements syndicaux. Donc, mais ensuite, il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire un affaiblissement. C'est quand ensuite effectivement, le président au pouvoir veut le pouvoir pour lui tout seul, et la situation de double pouvoir, d'après Lénine, la situation de double pouvoir est instable. Hein. Ça va forcément, ça bascule forcément soit d'un côté, soit de l'autre, soit du pouvoir populaire autogéré, soit du côté de l'État centralisé. Moi, j'ai l'impression que là, faut essayer de penser les conditions d'un moment de stabilité, d'une cohabitation pacifiée entre un pouvoir. Alors, on peut pas compter que sur la personnalité du président. Il y a un cas où ça s'est bien passé, c'est Beppe Mujica en Uruguay, qui, bon, il avait passé 5 ans dans un puits pendant la dictature. Ça lui a sans doute forgé la personnalité et l'ego d'une façon propice. Mais à part lui, il n'y a pas d'exemple, effectivement, de pouvoir centralisé qui n'a pas été tenté de reprendre la puissance que lui avaient fourni les mouvements sociaux, et là encore, apparaître extrêmement lucide, étudier l'histoire, étudier comment ça s'est passé, étudier ces moments de bascule, et, c'est tenter d'y trouver comment les contrer. Évidemment, il y a pas de recette miracle. Encore une fois, une partie des personnes les plus à gauche qui ont accompagné l'expérience Mitterrand racontent exactement ça. C'est-à-dire que en 82, des grèves massives, notamment avec des ouvriers immigrés, le gouvernement Mitterrand les réprime très durement, parle d'un complot chiite, même extrêmement, tient des propos, même Pierre Mauroy, le Premier ministre, tient des propos racistes et réprime ces mouvements sociaux-là. Et quand le moment où il aurait fallu soutenir le gouvernement, évidemment, les mouvements sociaux n'étaient plus là. Donc, j'ai pas de... Toi, tu as des pistes depuis l'expérience colombienne, parce que je connais pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des idées. Qu'est-ce qui circule en ce moment pour ne pas se laisser déposséder du pouvoir depuis les mouvements sociaux? C'est pour ça la réflexion de comment aller vers la décentralisation, mais bon, ça paraît tellement
Parce que titanesque. comment est-ce que des États qui ont une forme de centralisation vont accepter de perdre ce pouvoir central? C'est quand même. C'est sans doute dans les premiers moments de la prise de pouvoir qu'il faut prendre les dispositions institutionnelles pour être. Et c'est pour ça qu'il faut étudier l'histoire, quoi, qu'il faut être conscient de comment ça s'est passé. Et dès les premiers moments où l'équilibre des pouvoirs est, là encore, c'est pour ça qu'il faut, vu le nombre d'embûches, c'est pour ça qu'il faut être très précis dans la façon dont on prépare le projet politique, de dire là, il y a une fenêtre politique, il y a un moment, il y a quelques mois où il va falloir trouver exactement ce qu'il faut faire pour éviter la capture, notamment, alors pour éviter la défaite, mais aussi parce que c'est ça les deux écueils, c'est soit la défaite militaire, soit il n'y a pas un pouvoir centralisé puissant, mais dans ce cas-là, ces défaites militaires, c'est la Commune de Paris, entre autres. C'est-à-dire on refuse de centraliser quelque chose, on se fait massacrer sur le terrain militaire, soit un pouvoir militaire un pouvoir centralisé suffisamment fort, mais qui ensuite est tenté de reprendre le pouvoir. Mais par exemple, d'institutionnaliser les représentants politiques, les parlementaires, comme des mandataires et non plus comme des délégataires, comme des personnes qui ont un mandat pour une tâche précise et tâche précise qui leur remonte depuis les mouvements populaires. Ça pourrait être mis en place maintenant, hein, paradoxalement. Il n'y a rien qui l'interdit. Les partis qui parlent de s'appuyer sur les mouvements sociaux, ils le font de fait pas du tout, mais pourraient tout à fait le faire. C'est-à-dire de dire, en fait, ce qu'on porte au Parlement, dans nos niches parlementaires, c'est des choses qui nous remontent et on est mandaté par des organisations populaires pour porter et ça, par exemple, c'est le dispositif classique pour éviter la capture. C'est ce qu'ont mis en place les zapatistes au Mexique. C'est-à-dire, ce n'est pas des représentants, on leur délègue pas le pouvoir, c'est des mandataires révocables. C'est-à-dire qu'ils ont une tâche précise. Et passer à un système mandataire, abandonner le système délégataire pour passer à un système mandataire, c'est une des possibilités. Mais bon, pareil, l'empilement institutionnel dans lequel on est, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Mais c'est une des. En tout cas, c'est sûr que dès les premiers mois, il faudra être extrêmement réactif là-dessus pour empêcher la capture dans un second temps, quoi. Il y a une question d'Hélène. Vas-y. Oui, bonsoir et merci pour cette lecture. Moi, je retiens les réseaux de résistance. C'est assez, je sais pas, ça ouvre fenêtre vraiment différentes, je trouve, de lire les choses. Et par contre, dans ta troisième forme que tu proposes de réseau de résistance avec une vision politique, j'ai pas l'impression que tu le lis potentiellement à tout simplement avoir des mandats électoraux. Tu parlais de mandats donc locaux, c'est-à-dire est-ce que ça peut pas s'incarner par des projets d'équipes municipales qui s'installent? On est quand même dans une phase hyper. L'actualité, c'est que dans 4 mois, on va élire nos équipes. Je t'en as pas du tout parlé. Donc, est-ce que c'est parce que tu crois pas, enfin, tu penses que c'est pas par là que ça va passer, ou est-ce qu'il y aurait pas un méga espoir de se dire pour l'écologie territoriale, ça serait comme ça qu'on pourrait l'incarner, le mandat dont tu parles. Si, complètement. J'en ai pas parlé, c'est un oubli, mais bien sûr que c'est vrai que pour le coup, dans le monde militant d'où je viens, ça commence à infuser l'idée des listes électorales. De même, là, maintenant, il y a des habitants de la ZAD qui créent, qui participent à des listes électorales. Donc ça commence. C'est par contre l'idée de contribuer au jeu électoral national qui est beaucoup plus difficile à accepter. Par contre, que la municipalité, ça soit l'échelon le plus pertinent, ça, il y a aucun doute. C'est vraiment parce qu'il y a quand même un pouvoir institutionnel qui est cristallisé, même si l'État grignote petit à petit le pouvoir des mairies et des communes parce que ça le gêne. Mais en tout cas, il en reste encore beaucoup. Et donc, bien sûr, il y a un pouvoir énorme au niveau de la mairie, au niveau de la communauté de communes. Et c'est le lien. Le lien idéal pour faire le chaînon manquant entre un pouvoir institutionnalisé, centralisé et les mouvements sociaux complètement gazeux. Donc oui, bien sûr, motivez-vous à vous mêler à ces listes et évidemment aller voter, sachant qu'en plus il y a des initiatives alors qui galèrent, qui peinent, mais il y a des initiatives concrètes qui font ce lien-là. Les initiatives de type sécurité sociale de l'alimentation, c'est quand même un dispositif qui peut être mis en place par les mairies et qui a toutes les vertus dont on vient de parler, notamment via le dispositif du conventionnement, qui n'est pas toujours pris très au sérieux, mais qui est fondamental, c'est-à-dire où c'est les utilisateurs de la caisse qui décident qu'est-ce qui est conventionné. C'est ce qui était le cas de la sécurité sociale en 46. Ça a duré jusqu'en 70. Maintenant, ça l'est plus du tout, mais c'était autogéré par les bénéficiaires de la caisse, c'est-à-dire c'est eux qui décidaient comment la monnaie qui était dans ces caisses, ça s'appelle de la monnaie marquée, c'est-à-dire c'est de l'argent qui peut pas être utilisé pour n'importe quoi, mais que à certains endroits très précis. Et c'est les utilisateurs de la caisse qui décident. Donc là, on voit bien dans
une structure de type sécurité sociale de l'alimentation, la puissance politique de fédération, de discussion, de mise ensemble de gens qui se parlent pas, quand il s'agit de décider ensemble quelle ferme, quel réseau, quel resto, quelle cantine, quelle épicerie on va conventionner et lesquelles on ne conventionnera pas. Et là, par ces dispositifs-là, il y a un pont entre la perspective d'avoir une sécurité sociale de l'alimentation généralisée et fédérée au niveau national et la foule d'initiatives hors réseau, hors institution, de cantines, de luttes, de greniers des soulèvements de la terre, par exemple, qui s'organisent par la récup et par le lien avec les luttes paysannes pour nourrir les squats, les piquets de grève, les événements militants, etc. Donc là, il y a vraiment un noyau. Effectivement, l'échelle de la mairie permet de faire la jonction entre tout ça, quoi. Moi, j'avais une petite question déjà. Merci beaucoup. Il y a aussi beaucoup de choses qui me parlent. À un moment donné, ça m'a fait penser très fortement aussi au mouvement zapatiste dont tu as parlé. Les ayant côtoyés en revenant en Occident, je me suis interrogée justement si une révolution comme eux ils ont fait était possible ici en Europe. Et pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre qui disait non. La particularité que ont les indigènes du Mexique, c'est que justement, ils ont un lien à la terre, une manière de savoir la travailler, un lien, enfin, tu parlais de maillage, et ils ont ce maillage que nous, justement, j'ai l'impression qu'on a perdu, et c'est vraiment ma question. Je me demande si aussi le confort de vie qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il nous coupe pas de ce maillage qu'on pourrait recréer à travers ce lien à la nature, à la terre, mais qui nous demande finalement une forme de dépouillement matériel. Qui est prêt à ça? Vraiment, on est prêt à le faire pendant une semaine, pendant un mois, mais dans notre quotidien, à vraiment changer profondément notre mode de vie. Voilà, je m'interroge là-dessus. Je voulais savoir ce que... Il n'y a pas vraiment de réponse, si ce n'est qu'on va y venir comme de gré ou de force à cette affaire de relocaliser le pouvoir politique et la subsistance. L'idée, c'est d'anticiper le mieux possible et d'y venir de la façon la plus fluide possible. Mais par contre, oui, t'as tout à fait raison, il y a un certain nombre de différences, pas seulement celle-là, entre la situation zapatiste et la nôtre. Bon, déjà, la situation d'exploitation des paysans par les grands propriétaires terriens était terrible. C'est-à-dire que le soulèvement armé était vraiment inévitable. Il a été préparé pendant 10 ans dans la clandestinité, ce qui serait quasiment impossible de faire un équivalent aujourd'hui. Et une des différences de taille, celle que j'ai déjà évoquée, c'est le savoir-faire indigène, de prise de décision collective. Et pas seulement le savoir-faire, les intuitions. Quand on a grandi dans un monde où on prend des décisions collectivement à plusieurs milliers de personnes, on n'est pas les mêmes humains, enfin, on n'a pas les mêmes intuitions, on n'a pas les mêmes réflexes. À Notre-Dame-des-Landes, on avait accueilli 6 femmes zapatistes, et donc on était évidemment tout excités parce que pour la gauche... pour les mouvements territoriaux, les luttes territoriales françaises, il y a deux espèces d'icônes comme ça sur le panthéon des luttes, c'est le Chiapas zapatiste et le Rojava des Kurdes, et avec beaucoup de fantasmes par ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est les deux modèles auxquels on se raccroche en disant, regardez, il y a quand même des endroits où ça marche un peu. Et donc, on bombardait ces malheureuses zapatistes de questions pour comprendre, parce que c'est assez obscur comment ils s'y prennent, en disant, mais alors, du coup, le fonctionnement de vos organismes. Donc, c'est des organisations ascendantes en poupée gigogne avec des assemblées populaires dans chaque village qui, justement, nomment un mandataire, pas un délégataire, mais un mandataire qui va porter la voix de l'assemblée populaire à l'échelon supérieur d'organisation et ainsi de suite. Et on leur a, par exemple, demandé, mais du coup, si... dans une des assemblées populaires, une personne qui était absente pour des bonnes raisons remet en question une décision qui a été prise par l'Assemblée. Est-ce que vous avez quel est votre pouvoir coercitif pour le ou la contraindre à respecter la décision? Et là, il y a eu une espèce de blanc et de malaise. Elles se sont regardées, elles ont parlé en dialecte et elles comprenaient pas la question. Et elles ont fini par dire, mais c'est impossible. Ce que vous décrivez là ne peut pas arriver. Si la décision est prise par l'Assemblée populaire, les gens la respectent, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là. Ça ne nous a même jamais traversé l'esprit. Et là, évidemment, sur la ZAD, on se regarde tous et on se rappelle de toutes ces nuits interminables passées à essayer de résoudre un truc parce qu'il y a une personne qui a dit, moi, j'étais pas là et je suis pas d'accord. Et du coup, c'est des dispositions mentales qui sont autres. Et la fonction des réseaux de résistance, c'est de commencer comme on peut à reconstruire
dispositions-là. Et là encore, là, se dire que là, on n'a plus le choix, il s'agit vraiment de se protéger, ça peut faciliter à surmonter on sait qu'un ennemi commun, comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça a quand même joué ce rôle-là, quoi. C'est qu'à un moment, ça facilite ça fluidifie quand même la prise de décision collective, quoi. Mais en tout cas, c'est sûr que les situations sont très différentes. Parmi les autres différences, au Chiapas, il y a la selve à la Camdona où on peut se cacher, quoi. Bon, on a... Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, ils ont des caméras thermiques. Et ce qui pose quand même quelques questions sur jusqu'à quel point est-ce qu'il faut qu'on soit dans la difficulté, on va dire, pour arriver à mettre en place ce type de programme. Et tu évoquais entre autres un précédent en France qui est le Conseil national de la résistance qui a eu lieu pendant la guerre. Enfin, ça donne vraiment le sentiment qu'il faut en arriver à une situation extrême pour que le programme que tu décris ait la moindre chance de se mettre en œuvre. C'est que les affects se déclenchent à ce moment-là. C'est ça qui est tragique. Est-ce que tu parlais de notre abondance matérielle? De fait, on sait que, alors les humains, en l'occurrence les grands mammifères, même pas seulement en tout cas les oiseaux aussi, les colibris, ça fait ça. Enfin, c'est quand il y a une abondance de ressources qui deviennent super individualistes et violents, quoi. Les études des crises donnent des résultats des crises environnementales, notamment ça a été très bien démontré après l'ouragan Katrina, où les secours ont mis 5 jours à arriver. Pendant les 5 premiers jours, c'était des comportements spontanés d'un altruisme vraiment héroïque qui dominait, quoi, d'une auto-organisation, hein, des gens qui se mettaient en péril pour sauver des vies, pour s'auto-organiser. À un moment où l'aide alimentaire est arrivée par camion entier, c'est là que tout est parti, que les pillages, les émeutes ont commencé, quoi. C'est que la surabondance de ressources qui te fait disjoncter. Mais bon, à part espérer que la réflexivité l'emporte à un moment sur les affects primaires, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En tout cas, être conscient de ces phénomènes-là, quoi. Et ce que disent les Kurdes, avec une espèce de foi qui force le respect, ils disent on sait qu'on va gagner, on n'a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire le capitalisme financier adossé à des États-nations autoritaires, ça n'est pas viable, ça s'est mis en place depuis un siècle, ça va pas durer. On sait que cette chose-là va se terminer et on n'a aucun doute sur le fait que ce qui va émerger à la place, ça va être quelque chose qui ressemble d'une façon ou d'une autre à ce qu'ils appellent le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire une relocalisation du pouvoir politique et des activités productives. Après, ils laissent un petit blanc et ils disent, bon, ça sera peut-être pas tout de suite. Mais ça sera peut-être pas notre génération qui en profitera. Mais en tout cas, on y vient. Et plus on y vient tôt et de la façon la plus concertée possible, plus il y a de chances que ça se passe de façon pas trop hardcore. Il y avait Sylvain qui voulait poser une question, non? Yes, mais... Ouais, Okay. j'ai le micro, je ça vais rajouter un peu là-dessus et après je passerai. J'ai lu une étude récemment, une étude d'un institut de recherche en Autriche qui disait que 2/3 des émissions de gaz à effet de serre étaient dues aux 10% les plus riches de la planète. Et bon, c'est choquant et pas choquant, hein, on en entend tellement. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que quand tu cherches un peu plus loin, tu te rends compte qu'un Français sur 3 fait partie des 10% les plus riches de la planète. Un tiers. Une personne au-dessus de 2800 € net par mois. Et du coup, je vais dans ton sens, Caro. Je pense qu'on est trop riche. On est trop riche. Et quand tu parles de subsistance, moi, la subsistance pour moi, c'est du vivrier. Et là, à l'heure actuelle, on est dans un pays où il y a 1,5% d'agriculteurs qui sont à moitié en train de se pendre ou dépendants de l'agro-industrie, ou les deux. Et du coup, à mon avis, on est dans un festival jardin-forêt. Il faut se poser les questions de c'est quoi le vivrier, en fait. Et je voulais savoir ce que toi, tu avais vu comme étant du vivrier et sur quoi se reposait un peu, je sais pas, tes recherches, ton bouquin. Voilà. J'ai pas une définition du vivrier. Ça peut recouvrir un vaste panel de choses. Là, la question, c'est de trouver des réseaux alimentaires qui s'autonomisent progressivement du marché, c'est-à-dire par tous les moyens possibles, y compris dans un premier temps la récup. Le réseau rennais de ravitaillement des luttes qui fait des récup dans un espèce d'hangar Biocup gigantesque ou qui partent à la poubelle. Et bon, de fait, ça permet de nourrir en partie Notre-Dame-des-Landes, de nourrir des squats de migrants dans toute la Loire-Atlantique. Enfin, c'est donc tout réseau qui s'autonomise petit à petit. Alors celui-là, il se greffe évidemment sur les résidus du marché, mais néanmoins, et reprendre en main contribuer, s'intéresser aux activités paysannes de son territoire. On était intervenu au festival d'écologie de Die et on s'était dit bon,
c'est absurde d'une semaine. Alors, je sais pas, vous avez un peu plus les mains dans la terre, mais en une semaine ou 10 jours de conférences pour dire qu'il faut faire de l'écologie territorialisée, reprendre en main la subsistance. On est à 100 mètres de maraîchers qui galèrent à fond, qui disent, franchement, un coup de main, même d'incapables urbains qui savent rien faire, mais franchement, ça nous aide quand même, parce que là, c'est tellement la merde et de dire, déjà, si tous les petits festivals d'écologie de France consacraient une demi-journée ou une journée à dire à tous les festivaliers, bon, bah là, en fait, il y a un maraîcher qui doit construire une serre, donc on va tous aller faire ça plutôt que de disserter sur la nécessité de faire ça. Euh, ça, ça pourrait être un premier pas intéressant. Et pour te répondre sur l'opulence matérielle, l'hypothèse que j'ai essayé de formuler, mais à laquelle je crois qu'en partie, malheureusement, enfin, si j'y crois, mais l'idée que dans la reprise en main de réseaux de subsistance avec une charge effective, avec une charge collective, avec la possibilité de s'attacher au milieu de vie, de le chérir, comme ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, ça nous procure des affects, des joies, une nourriture psychique qui est essentielle, quoi. Le problème, c'est que c'est un sucre lent. Ça fait du bien sur le long terme. Ça stabilise, ça donne le sentiment d'être pris dans un maillage rassurant et chaleureux d'humains et de non-humains dont on dépend et qui dépendent de nous. Enfin, c'est des affects quand même très complexes, très riches, qui sont sans doute source de bien-être et de joie. Sauf que pour les éprouver, déjà, il faut avoir l'occasion de les éprouver. On peut pas les anticiper. Vu de loin, ça fait pas du tout envie. On ne voit que le côté négatif de la chose parce que, là encore une fois, c'est qu'il y a plein de barrières institutionnelles et politiques à la réalisation des projets dont on parle. Il y a aussi des barrières idéologiques. C'est qu'on a grandi depuis 2 siècles dans un monde où dominé par l'idéologie bourgeoise pour qui la définition de la liberté, donc d'une certaine façon la définition du bonheur, c'est d'être capable de déléguer à d'autres tout ce qu'on n'a pas envie de faire soi-même, et en premier lieu le travail de la terre. Vraiment, la philosophie bourgeoise, c'est basé là-dessus. On acquiert le pouvoir économique. L'aristocratie faisait faire aux paysans ce qu'elle n'avait pas envie de faire par le pouvoir des armes, et la bourgeoisie a délégué aussi la charge politique d'entretenir une armée à l'État pour pouvoir se dédier à ce qu'elle considérait plus honorable et plus gratifiant, en l'occurrence le commerce. Et donc là aussi, on a tous baigné dans cet idéal, dans cette idéologie-là, de dire le travail de la terre, c'est ce qu'il y a de plus dégradant. Là, dans certains milieux militants, ça commence à s'inverser. Quand on dit je m'installe en paysannerie, d'un coup tout le monde a les yeux qui brillent, ça ressemble à être le truc le plus classe qui puisse être fait. Mais oui, le drame, c'est que les affects positifs et joyeux que ça procurerait de reprendre en main collectivement des activités de subsistance paysanne notamment, mais pas seulement les activités productives globalement, on peut pas les anticiper. Et encore une fois, c'est des sucres lents. Et par rapport à l'ensemble des sucres rapides que propose le capitalisme, qui s'est nourri là-dessus, il tape dans les modules mentaux les plus réactifs, on fait pas le poids, quoi. Et le sucre rapide sur lequel joue le projet fasciste aussi. L'essence, le succès du projet fasciste, c'est de dire, bon, on va entre les lignes, on n'est pas sûr qu'on va améliorer votre condition économique. Par contre, on vous a appris à détester un certain nombre de minorités. À une époque, c'était les juifs, aujourd'hui les musulmans, les trans, les écolos, les féministes et quelques autres. Et on va leur en foutre plein la gueule, et au moins vous pourrez vous consoler comme ça, quoi. Chaque soir à la télé, vous pourrez tirer une petite satisfaction consolatrice en voyant plus mal placé que vous, et de tirer cette espèce de joie qui est pareil, un sucre rapide extrêmement spontané de voir l'autre se faire défoncer, quoi. Je vais essayer de retenir de ce que tu as dit que pour la prochaine fois qu'on organise le festival du Jardin Forêt, on prévoit un petit peu de binage et de désherbage chez un producteur partenaire plutôt que de faire juste des visites de la pépinière ou du verger agroforestier. On va tirer quelques herbes du champ. Les festivals de ciné qui sont en train de s'organiser à l'initiative du festival de Douarnenez, qui disent voilà, eux aussi ça commence à être insupportable pour eux de diffuser des films pendant une semaine sur les initiatives paysannes, alors qu'il y a des paysans juste à côté qui galèrent et qui seraient enchantés d'avoir une main d'œuvre même peu compétente. Et puis j'ai l'impression que ça nous ferait du bien de toute façon parce que rester assis sur une chaise toute une journée c'est pas super. Faut peut-être pas le faire en décembre, c'est aussi ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le mois de décembre, c'est le moment où les paysans et les paysannes sont disponibles pour participer. Donc, j'aurais une question qui s'adresse peut-être plus à des personnes de la salle et qui fait écho à tout ça. C'est par rapport, parce qu'on est quand même dans le festival du Jardin Forêt, donc pour essayer de reconnecter tout ça aux thématiques de permaculture, etc.
dans les dimensions d'éthique de la permaculture, il y a ces notions de redistribution justement, de partage et de redistribution des ressources qui sont produites. Et j'ai l'impression qu'on le pense souvent dans une dimension de partager et redistribuer avec plutôt des non-humains justement, avec les composantes de l'écosystème. Et j'ai l'impression que cette dimension plus politique de partager autour de soi avec des personnes qui sont sans ressources, avec des personnes qui sont en lutte, elle est relativement absente. Enfin, en tout cas, elle a quelque chose d'impensé, ce qui peut quasiment confiner, emmener la motivation pour créer un système permaculturel dans un potentiellement qui peut être une sorte de levier pour se protéger. Et ben potentiellement je pourrais avoir tendance à penser que ça le fait basculer dans la mise sous abri que tu décrivais des possédants en fait, quoi. Tu vois, c'est-à-dire on essaie de s'abriter soi, de se protéger et enfin de se protéger, mais de manière non collective, quoi, plus quelque chose d'individuel. Donc peut-être que je caricature un peu certains aspects de la permaculture, et j'attends que des personnes qui sont plus versées que moi dans la permaculture commentent là-dessus. Mais enfin, ou peut-être que tu as aussi un mot à dire sur ça, hein. Moi aussi, je suis curieux d'entendre ce que les gens ont à dire. C'est juste que sur ce que tu dis, le repli sur soi. Bon, il y a beaucoup de livres là-dessus, sur le fait qu'on se protège collectivement, que évidemment le survivalisme n'a pas la moindre espoir de protéger sur le long terme, et que la protection efficace, c'est l'extension des réseaux sociaux, des réseaux de solidarité, des réseaux de confiance. Évidemment, quoi. Moi, je veux bien rebondir un petit peu là-dessus. C'est vrai que c'est un des 3 piliers de l'éthique de la permaculture de redistribuer, et ça peut être interprété de plein de manières différentes. Mais c'est un des piliers qui est souvent et un peu sous-estimé dans beaucoup de projets. Donc, c'est bien de rappeler que le fait de faire circuler l'énergie produite, les échanges, les connaissances, les savoirs, tout, l'entraide, ça fait partie intégrante du cœur de la permaculture. Pour autant, il y a quand même enfin, les projets qui sont réellement de la permaculture, qui sont pas simplement du potager sur but, parce que j'en profite pour rappeler que la permaculture, c'est pas faire du potager sur des buts. La permaculture, c'est peut-être même, ça pourrait être un des fondements d'un programme politique. C'est quelque chose de fondamentalement, c'est un projet systémique qui dépasse largement le cadre du jardin, et qui à l'origine et va bien au-delà du cadre du jardin. Je vous invite à regarder les ouvrages de David Holmgren, qui sont éminemment politiques et qui font partie des origines de la permaculture. Mais à côté de chez nous, il y a des projets qui démarrent et qui ont peut-être besoin de soutien aussi. Nous, on est intervenu cette année sur le gîte de l'Aube, qui est en transition, qui a été donc le projet de l'Aube Bascule, c'est à Piégros, c'est à Piégros. C'est un projet donc sur lequel on a accompagné un design de permaculture pour accompagner le renouveau du projet. Et il y a un collectif qui s'est mis en place depuis 1 an. Il y en a pas là, ils étaient là tout à l'heure, mais il y en a pas là qui sont ce soir. Et le projet, c'est justement à travers ce design de permaculture de réfléchir comment accueillir des migrants, des personnes qui ont besoin de se reposer et se ressourcer quand ils rentrent de ZAD ou de lutte etc. Ça, c'est l'origine, c'est la raison d'être de ce projet, c'est justement de faire un lieu pour permettre à des gens de se régénérer, de se ressourcer, de se reconnecter au vivant. Et voilà, et la question, c'est comment produire de la nourriture, du savoir, du bien-être pour ces gens-là et les gens du territoire, donc avec un modèle socio-économique qui est pensé autour de ça, etc. Donc ça existe, ça demande à être plus connu. Voilà, il y a des choses qui existent. Donc n'oublions pas effectivement que c'est peut-être une des choses les plus précieuses de la permaculture, plus que de savoir si on doit mettre de la paille ou pas de paille, quoi. Super, merci. Il y avait Hugues qui voulait poser une question, et Jean-Philippe aussi devant. Je crois que Jean-Philippe était d'abord. Merci, moi j'aime beaucoup ces analyses comme ça. C'est clairvoyant. Et la question que je me pose aujourd'hui, enfin, qui est une question d'ailleurs qui est liée, tu connais le DICRIM, c'est-à-dire le fait que les municipalités, normalement, sont chargées de pourvoir à l'alimentation de leur population locale. Et j'ai un copain qui travaille là-dessus et qui va questionner des maires. Et à chaque fois qu'il voit un maire, il lui dit, bon, s'il y a une question, s'il y a une crise tout d'un coup, etc., comment tu fais pour nourrir la population? Ah ben, je prends tout ce qu'il y a dans le supermarché, enfin dans la supérette, etc. OK. Et puis quand elle est vide, tu fais quoi?
Et en fait, il y a quand même une question qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est là où on est tous quelque part dans ce que tu définis des bourgeois, c'est que on a délégué à d'autres le boulot de faire qu'on faisait avant, quoi. Je veux dire, quand j'étais gamin, tu avais 65% de la population rurale et qui pouvait nourrir la France. Aujourd'hui, tu as quand même 65%, je ne sais plus quel est le chiffre exact, je veux dire une connerie, de l'alimentation qu'on consomme en France, qui vient d'Espagne, du Portugal, du Maroc, etc. Donc, dire nourrir des mouvements populaires aujourd'hui, avec des ressources locales, c'est quasiment impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas les conditions, je veux dire, en dehors du fait qu'effectivement, il y a un certain nombre de maraîchers qui sont beaucoup dans la souffrance parce qu'ils ont des revenus qui sont extrêmement faibles et qui ne sont pas soutenus, et qu'évidemment, l'État ne va pas dire aller soutenir les maraîchers. Quoi. Ils avaient dit ça au moment du Covid, mais finalement, ça a duré 15 jours. Après, ils ont dit non, c'est pas possible, ça ne sert à rien. Mais on voit bien qu'il y a des maraîchers qui ont des difficultés, mais en même temps, on voit bien aussi que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le, tu vois, le tertiaire, etc., qui sont surexploités, qui du coup n'ont pas beaucoup de temps, donc vont aller au supermarché pour s'alimenter, donner une alimentation de mauvaise qualité qui va pas leur donner la niaque après pour pouvoir aller continuer. Tu vois, c'est comment toi tu vois, comment tu vois cette, parce que s'il n'y a pas une j'allais dire, une réagriculturisation du territoire, enfin, côté, avec en plus le fait qu'un certain nombre de paysans partent aujourd'hui à la retraite, bon, ça c'est connu, et que c'est remplacé par l'extension des grandes exploitations, parce que c'est plus de la paysannerie, c'est de l'exploitation, qui en fin de compte alimente qu'un agrobusiness qui vend sa production à l'étranger, quoi. Je veux dire, qui continue de marcher dans ce système de, voilà. C'était peut-être un peu pas bien. Mais oui, il ne s'agit pas de dire que c'est gagné, hein, évidemment. Mais peut-être quelques remarques. D'une part, à un niveau, bon, c'est pas complètement pertinent, mais à un niveau psychologique, on se rend compte qu'une autonomie alimentaire, même modeste, même d'avoir quelques semaines, ça empuissante. Ça donne un sentiment ça donne du cœur à l'ouvrage. Je crois, et on rentre assez facilement dans un cercle vertueux. Et inversement, des âgés, des mouvements sociaux urbains, où à la fin d'une journée exaltante, d'une action, on se rend compte qu'on est tous obligés d'aller faire les courses pour se nourrir. Ça fait retomber l'énergie et on se rend compte de l'absurdité de la chose et de notre dépendance vitale à ce contre quoi on espère lutter, quoi. Donc moi, ça m'a fait ça au retour de Sainte-Soline, de rentrer à Notre-Dame-des-Landes, de se dire, quand tu es dans un sentiment de grande faiblesse, de se dire, bon, la bonne an, mal an, alors certes, ça sera pas très long, mais on a quand même des capacités d'autonomie alimentaire modestes. Ça fait vraiment du bien. Et je sais pas du tout ce que sont les chiffres, hein, des capacités de nourrir, mais en vrai, c'est là. C'est l'organisation de la chose. La possibilité de nourrir la France avec ce qui s'y produit, c'est évidemment largement possible et de façon. Et c'est déjà le cas. Enfin, il y a un tel. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, c'est complètement anecdotique, mais il y a 1 million de sangliers tués par an, il y en a je sais pas, 90 ou 95% qui vont à l'équarrissage. C'est une personne du PNR Ariège qui me racontait cette anecdote, qu'elle essaye de se battre parce que c'est une des régions où il y a le plus de sangliers qui partent à l'équarrissage, c'est-à-dire à brûler, hein, pas aucune consommation. Et par contre, dans toutes les supérettes d'Ariège, tu peux acheter du pâté traditionnel de sanglier fait avec des cochons importés d'Europe de l'Est. Et l'ensemble des sangliers quasiment tués sur le territoire partent à la poubelle. Et tous les chevreaux mâles quasiment qui naissent en France partent à l'équarrissage. Enfin, il y a déjà un petit boulot de réorganisation avant de s'interroger sur la capacité globale. Et, mais en tout cas, ouais, le, commencer à à s'intégrer à un réseau alimentaire qui nous donne même quelques semaines d'autonomie, ça suffit à donner un sentiment de puissance politique collective qui est assez jouissif. Et on est un certain nombre issus de l'anthropologie à être séduits par le concept d'oscillation saisonnière. Là encore, il s'agit de renouer avec un phénomène qui a été massif, dominant pendant l'histoire de l'humanité. C'est une des découvertes de l'archéologie de ces dernières décennies, hein, grâce à les techniques, pas de fouilles, mais d'exploration des vestiges archéologiques par ronde, là, le LIDART, qui ont montré qu'un certain nombre de grandes cités dont on ne savait pas trop que faire, un peu partout dans le monde, étaient des cités d'occupation temporaire, étaient occupées que quelques mois par an. Et ce qui a
remis au goût du jour un concept anthropologique qui était un peu tombé en désuétude, celui de l'oscillation saisonnière, qui tend à montrer que les sociétés humaines, dans leur vaste majorité, ont eu tendance à avoir des vies oscillantes dans la même année, c'est-à-dire de changer de mode de subsistance, de mode d'organisation. C'est encore le cas c'est jusqu'à récemment le cas des Inuits, des Nambiquara étudiés par Lévi-Strauss au Brésil et de tout un tas d'autres populations. Et de toute évidence, c'était dominant, c'est-à-dire que et on pouvait il y a toutes les formules possibles, quoi. Il y a 8 mois de nomadisme et 4 mois d'horticulture sédentaire, ou l'inverse. On passe les Indiens des plaines, dans les moments de rassemblement, avaient des sociétés très hiérarchisées, parce que les rassemblements à plusieurs centaines de milliers de personnes étaient destinés aux grandes chasses, donc il fallait être extrêmement bien coordonné, donc il y avait un pouvoir coercitif centralisé, et dès l'instant où la période de la chasse et des rituels qui l'accompagnaient était finie, ce pouvoir coercitif se dissolvait et les sociétés redevenaient égalitaires. Chez les Nambiquara de Lévi-Strauss, c'est l'inverse, c'est les petits groupes nomades qui sont très hiérarchisés, chez les Inuits aussi, et les moments de rassemblement horticole qui sont égalitaires. Enfin, tout ça pour dire qu'on a sans doute un esprit notre esprit a été façonné par cette histoire-là, et qui est sans doute beaucoup plus à même d'accueillir une vie diverse, qu'une année où on bascule entre des activités, des façons de s'organiser. Marcel Mauss disait que les Inuits avaient même deux religions, quoi, deux systèmes de mariage, deux systèmes religieux, vraiment deux sociétés qui changeaient radicalement entre l'hiver et l'été. L'été, les règles du mariage sont extrêmement strictes, et pendant les rassemblements hivernaux, plus du tout. Enfin, c'est vraiment une transformation sociale massive, assez marrante par ailleurs. Et donc de renouer, parce que l'oscillation saisonnière, c'est aussi une réponse qu'on peut donner à la question que j'ai là, moi je l'ai pas encore eue, mais qu'on me renvoie systématiquement, de qu'est-ce qu'on fait avec les urbains, parce que bien sûr, renouer avec la subsistance à la campagne, c'est un peu plus. Donc effectivement, on peut, plutôt que de les envoyer à l'équarrissage comme les sangliers, on pourrait s'en nourrir. Mais l'idée que les grandes agglomérations urbaines pourraient mettre en place des systèmes d'oscillation saisonnière ou au moment des plus forts besoins de main-d'œuvre, parce que, comme vous le savez, s'il s'agit d'atténuer la dépendance de l'agriculture à la chimie et à la mécanique, il va falloir de la main-d'œuvre. Mais à certains moments précis de l'année. Donc tu peux imaginer pareil pour commencer. Et il y a des initiatives. Bon, pour l'instant, c'est complètement anecdotique, hein. Il y a les brigades paysannes en Belgique qui organisent ça, des déplacements des urbains au moment où les paysans, les fermes ont besoin ponctuellement de main-d'œuvre. Et donc, c'est une façon de commencer à mettre le doigt, la main dans des réseaux alimentaires indépendants du marché sans franchir le pas de devenir paysan à temps plein, quoi. Alors, c'est une chose qui se fait déjà, mais avec beaucoup d'urbains qui migrent plutôt sur le sud de la France et la Côte d'Azur pendant les mois d'été. C'est une migration un peu. C'est un résidu. Les anthropologues disent que les vacances d'été, c'est un résidu d'oscillation saisonnière, mais on ne change pas de système politique pour autant. En effet, pas trop. Il y avait Hugues qui voulait poser une question. Moi, je pense que le développement local, comme tu le sous-tends, il est indispensable. Et je dirais, c'est l'affaire de tous. Et quand on voit le boulot que peuvent faire des intercos, ici, on est sur des intercos qui font remonter beaucoup de choses. Il y a une dynamique locale parce qu'il y a eu cette histoire depuis 20 ans, 30 ans, ou voire plus. Et moi, ma question, c'était de mobiliser les gens pour s'impliquer dans les communes. Alors, soit en tant qu'élu, soit en tant que force de proposition. Et voilà, je voulais juste faire aussi une enquête, en fait, qui dans la salle est prêt à s'impliquer là-dedans, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour faire avancer. J'aurais envie d'essayer de prolonger un peu ce que tu poses comme question en posant la question du temps, parce qu'en fait, ce qui peut manquer pour faire ça, c'est du temps disponible. Et il me semble que c'est une des manières par lesquelles le système en place nous tient aussi, c'est que soit on n'a pas de temps parce qu'on va travailler, etc. Soit on a du temps, mais on n'a pas de boulot, et du coup on est déconsidéré comme un chômeur et comme quelqu'un qui n'a pas vraiment voix au chapitre. Donc on est un peu pris dans ce dualisme-là, quoi. Et il y a peu de temps, j'ai lu un livre que je vous recommande à tous qui s'appelle Paresse pour tous, dont une scène se passe à Oust-sur-Scie jusqu'à Beaufort-sur-Gervanne, et qui recommande, enfin voilà, qui suggère qu'on aurait les moyens collectivement de travailler que 3 heures par jour. Et c'est une perspective qui possède des germes de subversion extrêmement fort, parce que si on libère tout ce temps-là, et ben du coup ça devient beaucoup plus facile de s'organiser collectivement.
Sur les mairies, qui est évidemment, encore une fois, hein, je le redis, c'est évidemment un échelon essentiel, mais encore une fois, un certain nombre de choses sont faites par le pouvoir centralisé pour éviter que ça devienne un lieu de subversion trop important, notamment un écrasement bureaucratique, à part la diminution des fonds. C'est un- un écrasement bureaucratique massif et beaucoup de maires dans des petits villages. Une anecdote où j'étais à soutenir une lutte contre des panneaux photovoltaïques dans le Jura. Et c'était une grande commune, une très grande communauté de communes. Il y avait vraiment, je ne sais plus combien de mairies, mais beaucoup. Et globalement, toute la population était contre ce projet parce qu'il s'installait sur une forêt ancienne, que toute la population du territoire appréciait, chacun avait des liens. Et là, les gens des villages avaient l'air globalement très majoritairement opposés au projet. Mais par contre, toutes les mairies, sauf une, il y avait une mairie FI qui s'y opposait et qui arrivait à mettre des bâtons dans les roues au projet, mais toutes les mairies étaient pour. Et je parlais aux militants du coin en disant, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous n'avez pas pris de mairie? Vous voyez bien que là, vous êtes obligé de mobiliser un temps monumental pour vous opposer à des mairies qui sont beaucoup plus puissantes que vous parce qu'elles ont le pouvoir institutionnel. Il suffirait que vous en ayez quelques-unes et vous gagneriez cette lutte autrement plus facilement. Et les gens se sont regardés un peu embarrassés. En fait, c'est que dans ces petits bleds, c'est tellement insoutenablement chiant d'être maire que personne s'y colle, sauf ceux qui ont des intérêts autres. C'est-à-dire que ceux qui deviennent maires, c'est ceux qui ont des terrains qui vont louer au photovoltaïque. Donc en fait, tu crées de façon bottom-up quoi, une espèce de mafia, tu as un tamis de mafieux quoi, qui se crée tout seul contre la population locale. Et les militants qui parviennent à surmonter cette difficulté-là, c'est ceux qui ont réussi à prendre des mairies en collectif avec une répartition et des rotations sur les tâches administratives les plus pénibles, parce que sinon, tu es tellement écrasé par la gestion quotidienne que la possibilité de prendre des initiatives à vocation émancipatrice, tu n'as plus l'énergie pour ça, quoi. Alors, ça tombe bien parce qu'on est en train de monter une liste à Oust, s'il y a des gens qui habitent Oust. Je prolonge la suite de Hugues. Et pour rentrer dans le concret, il y a une réunion bientôt qui va avoir lieu pour ouvrir la liste et on cherche beaucoup de monde pour être en participatif justement sur cette liste-là. Donc, ici, pardon? Ici à Oust? Ah, elle aura lieu même ici d'ailleurs. Elle a Non, c'est quand ça? Vas-y, à ce moment-là. 13, samedi 13. Samedi 13, le matin, à 10h. Voilà. Donc, vous pouvez venir nous parler pour ceux qui habitent à Oust et qui ont envie de s'impliquer, mais ce n'était pas le lieu de ma prise de micro. En fait, moi, je voulais insister. On va voir si les conférences servent à quelque chose et s'il y a au moins une personne qui vient te voir. Bah, ce sera déjà une, ce sera. Non, moi, là où j'ai une inquiétude, là où j'ai l'impression le nœud de toute cette inquiétude que tu décris super bien, là, de tout cet écosystème qui se met en place et qui fait qu'il y a une sorte de grosse inaction qui est structurée, quoi, qui empêche chacun d'entre nous d'avoir cette forme d'énergie, en fait, qui va vers une action de lutte. Avec cette histoire dont tu parles assez bien de sucre rapide et de sucre lent, là. Et c'est là où moi je trouve que je suis le plus inquiet parce que ce sucre rapide, moi j'ai des enfants et des jeunes enfants, enfin des enfants ados, et je vois très bien l'effet que ça a sur eux, toute cette société de consommation euh, qui aujourd'hui propose des formes d'alternatives à ce sucre rapide là, qui est tellement, tellement cool quoi, que tout le monde a envie d'y aller et que tout le monde s'assoit dans le cul sur sa chaise devant l'écran de télévision. Et moi, le premier, je suis complètement aussi aspiré hein, par tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, théoriquement, on pourrait tous en parler, en se dire oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Comme le changement climatique, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais au niveau du passage à l'acte et de sorte d'énergie, quoi, c'est là où toutes ces histoires d'affect, etc., on en trouve ailleurs. Et du coup, est-ce que tu as des idées de gens qui trouvent des énergies, du sucre rapide, du bon sucre rapide? Non, mais c'est sûr que c'est pas évident et c'est complètement insurmontable, si ce n'est que disons, les joies alternatives, notamment les joies qu'on ressent dans des formes de mobilisation collective victorieuse, qu'on n'a plus trop l'occasion d'éprouver récemment, mais qu'on a pu éprouver dans certaines mobilisations des soulèvements de la Terre au début, évidemment, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça procure des joies quand même qui sont d'une autre dimension par rapport à ce que te procure ton écran. Et
des formes des affects que d'autres générations avant nous avaient sans doute l'occasion d'éprouver de façon même plus, pas, certainement pas quotidienne, mais en tout cas un peu plus régulière, et dont aujourd'hui aussi on est complètement dépossédé. La sensation de puissance collective, tu as l'impression. Le capitalisme, en fait, crée des ersatz, il crée des manques, des manques affectifs. Et ce qui serait un problème pour un gouvernement centralisé, parce que sa population a un manque, il crée un ersatz, ça crée en fait un nouveau marché, quoi. Et l'élan collectif, aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils sont concentrés sur les victoires sportives, quoi, que c'est l'endroit, et précisément dans le jeu. Donc, le jeu, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors du monde et qui donc n'a pas d'impact sur le vrai monde. Et là, un moment d'une victoire d'équipe de foot, l'espèce enfin, c'est effrayant anthropologiquement de voir ce que ça produit dans une ville. Et cette énergie-là, au début du XXe siècle, c'était les grèves ouvrières qui la procuraient, quoi. Quand tu vois ce que ça fait des supporters de foot, quand tu te dis, à une époque, cette puissance-là, elle était déchaînée pour demander des choses réelles dans le vrai monde, pas dans un... Et du coup, à part, et le problème, c'est que ces joies-là, on peut pas les anticiper. Si t'as pas les conditions, ce que ça m'a fait, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je l'avais absolument pas anticipé. C'est impossible de prévoir si t'as pas, c'est comme imaginer une couleur que t'as jamais vue, quoi. Si t'as pas eu les possibilités de le vivre. Et donc, à part, créer les structures institutionnelles qui permettent de goûter à ça, et ensuite d'en vouloir plus, il n'y a pas tellement de possibilités. Sinon, c'est sûr que l'attractivité immédiate, la tentation immédiate du sucre rapide l'emporte toujours, quoi. Parce que tu avais déjà une structure de pensée qui disait je vais aller à Notre-Dame-des-Landes. Tu n'avais pas cette rupture toi-même de te dire ces zadistes là-bas que plein de gens à la ville ont en voyant à la télévision ces délinquants qui sont en train de faire des. Tu vois? Et la ZAD, c'est une des possibilités. Alors, c'est sûr que, bon, en plus, il se trouve que le hasard a voulu que j'y aille un mois avant l'opération d'expulsion de 2018. Et donc, je découvrais complètement émerveillé ce lieu, justement, des affects, de qu'est-ce que ça fait d'être dans un territoire qui dépend de ses habitants. Et là, il y a les blindés de la gendarmerie qui viennent rouler là-dessus. Donc, c'est sûr que tout devient moins rhétorique et ça ancre la notion de conflictualité politique vraiment dans les chairs. Donc, ça, c'était vraiment la ZAD à ce moment-là, quand il y avait ce niveau de conflictualité, c'était vraiment une école politique incroyable. Mais il y a énormément d'autres possibilités de vivre ça. Et paradoxalement, les situations de catastrophe, beaucoup de gens racontent ça. C'est-à-dire que dans les élans de solidarité post-catastrophe, ils ont découvert des joies collectives qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'éprouver ailleurs. Il y a des témoignages très, très paradoxaux, pas paradoxaux, des situations de catastrophe, justement, parce qu'on devient une personne autre. On se voit soi-même devenir une personne qu'on ne connaissait pas. En l'occurrence, une personne un peu plus louable et agréable à habiter que celle qu'on est habituellement, quoi. Je me permets de reprendre la parole pour dire que ce que je comprends de toute cette discussion, moi, j'ai une intuition qui me dit que je ne pense pas que c'est par une révolution que ça peut vraiment changer. Je pense que c'est par plein de petits points, enfin un travail de fourmi qui se fait au quotidien. Et en fait, là, tout ce qui se dit quand on réaborde la question des adolescents ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a quand même réellement, en tout cas, je parle pour l'Occident, parce que le reste du monde, c'est différent, mais l'Europe, je pense qu'il y a vraiment un rapport individuel au monde, un rapport à la nature qui est profondément, comment dire, un peu malade, je dirais. Et je pense à quelqu'un qui s'appelle Pierre-Yves Albrecht. C'est un philosophe suisse qui a travaillé avec des toxicomanes notamment et qui a remarqué que beaucoup de personnes tombaient dans la toxicomanie parce que il manquait finalement de rite de passage. Et quand je pense aux adolescents et je pense même à nous et finalement à tous ces humains, comment on est organisé dans le quotidien entre nous, on va chercher nos enfants à l'école, puis finalement chacun rentre chez soi. Il n'y a pas on se retrouve pas ensemble. Et donc forcément, quand on rentre chacun chez soi, bah, on est plus attiré vers l'écran. Et du coup, on se sent plus aspiré. Alors que si, en sortant, enfin voilà, si juste dans le quotidien, on arrivait à être plus ensemble, que nos activités, c'est plus aller glaner dans des champs que aller consommer, je dirais même un spectacle ou aller voilà, trouver une activité qui va plaire aux enfants. Et en fait, je pense qu'il y a tout un travail comme ça qui part de notre propre éducation,
Donc, il y a toute cette notion de rite de passage, je trouve, qui est chouette parce qu'elle vient nous tester nos limites. Justement, je parlais de dépouillement tout à l'heure et je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui se joue. Voilà. Et Sur le rite de passage, je suis d'accord, c'est une notion intéressante et qui fait partie des choses qui crée un manque collectif. Là encore, si on se rapporte à l'anthropologie qui décrit un certain nombre de rites de passage, on se dit qu'il y a quelque chose vraiment d'essentiel et de puissant qui se joue à ce moment-là. Par contre, sur le reste de votre proposition, je suis obligé de m'inscrire en partie en faux et de dire que malgré tout, c'est un processus révolutionnaire tel que je l'ai décrit, c'est-à-dire la synergie entre un gouvernement pas trop hostile et des mouvements sociaux, parce que dire qu'on a un rapport au monde en partie malade, que notre sensibilité au vivant, il y a tous ces courants de la philosophie du vivant qui parlent de changer notre rapport au monde. Le problème, c'est qu'un rapport au monde, c'est pas individuel. Un rapport au monde, c'est collectif et un rapport au monde se forge pas tout seul, se forge dans les institutions et les structures qu'on intériorise par notre sociabilisation depuis l'enfance. Et pour changer ce rapport au monde, c'est pas une décision individuelle ni même collective, c'est un changement de structure, un changement d'institution qui ensuite transforme notre rapport au monde. Quand, encore une fois, on grandit au Chiapas, on n'est pas le même humain que quand on grandit à Paris, parce qu'on est pris dans des structures et des institutions distinctes. Donc, changer le rapport au monde, ça pose d'abord, alors il y a un changement intellectuel, il y a un travail dans le monde des idées, mais le problème souvent de toute cette littérature sur la philosophie du vivant ou qui confine parfois au développement personnel, c'est de verser dans ce qu'on appelle en philosophie l'idéalisme. C'est-à-dire que de croire que d'abord les idées se transforment et ensuite le monde se transforme. Les idées jouent un rôle, et ben après je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes, des rouages historiques, mais quand même c'est beaucoup plus les institutions qui façonnent les idées que l'inverse. Et notamment dans un monde surinstitutionnalisé où les institutions sont extrêmement ossifiées comme le nôtre, le pouvoir de transformation des idées sur les institutions est assez faible. Ce qu'il s'agit de trouver, c'est les leviers qui permettent des transformations institutionnelles majeures, et ça sans avoir au moins des alliances dans le pouvoir institué d'État. Je ne vois pas comment ça pourrait se produire. Et là, ce que vous avez décrit comme la multiplication de petites expériences individuelles, cette proposition révolutionnaire-là a été théorisée, on y a cru, c'est ce qui a donné l'altermondialiste. Il y a des bouquins célèbres de Tony Negri, je crois, qui s'appelle Comment changer le monde sans prendre le pouvoir, et qui disait ça va être la multiplication des expériences locales qui petit à petit vont miter, perforer l'État-nation capitaliste et se fédérer et le vider petit à petit de sa substance. Et c'est très beau, c'est très attrayant, mais ça a été largement contredit par les faits, ça ne s'est pas produit. De fait, l'État-nation n'a absolument pas été vidé de sa substance. Et en fait, si ces petites fédérations-là de contre-pouvoirs localisés ne se fédèrent pas et à un moment n'ont pas une proposition solide de transformation institutionnelle, de transformation notamment des institutions politiques, de la manière dont le pouvoir politique est réparti et des rapports entre le politique et l'économique, en l'occurrence une proposition pour que le politique reprenne en main l'économique, pour qu'il y ait un certain nombre de décisions qui ne soient plus guidées par des impératifs de rentabilité économique, mais parce qu'il est localement décidé comme désirable et comme bon pour un territoire. Les mentalités ne vont pas changer sans en amont ces changements structurels-là. Mais ce que tu dis, enfin, je trouve ça très vrai. Mais d'un autre côté, ici, dans le cadre du festival, entre autres, on a quand même plusieurs fois dit que c'est important quand même qu'on s'équipe et qu'on s'accompagne de récits, d'imaginaires, qui permettent de transformer le monde par anticipation et qui permettent aussi de mener une forme sorte de lutte culturelle de fond qui permettent justement de l'avènement de nouvelles idées ou en tout cas qui leur donnent de la puissance suffisamment pour faire en sorte qu'émergent des forces politiques. C'est essentiel. Je dis juste, ça suffira pas. Okay. C'est que justement se mettre les mains dans la tambouille institutionnelle, dans le rapport à l'État, dans les stratégies électorales, ça va être essentiel. Le changement des idées, les initiatives locales ne suffiront pas. On a encore une question et on est en train de s'approcher quand même tranquillement de la fin de cette session. Merci beaucoup pour ces échanges très riches. Et j'ai envie de... je sais pas, j'ai l'impression de jeter un pavé dans la mare, mais il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on tourne autour, c'est cette notion de spiritualité. Et dans notre culture, on approche forcément la réalité d'une manière politique ou scientifique. Et si on se retourne vers d'autres cultures,
notamment des peuples qui habitent justement encore, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont encore en lien profond avec leur territoire. On parle des peuples autochtones d'Amérique du Sud ou même en se tournant vers l'Inde. Il y a des cultures où la dimension spirituelle est complètement présente et elle fait partie intégrante déjà du rapport qu'on peut avoir avec soi-même, avec toutes ses relations, avec le monde et avec le territoire. Et quelle est la place du sacré, du spirituel, justement, dans notre approche de permaculture, de réflexion sur comment vivre ensemble sur nos territoires? Moi, je pense qu'il y a une piste là qui est très intéressante. Et aussi, quelle est la place qu'on offre justement dans notre relation avec ces peuples-là, qui peut-être peuvent être un bon soutien pour nous accompagner sur ce chemin-là. Voilà. De fait, l'inspiration, aller chercher de l'inspiration dans les luttes territoriales du côté de l'anthropologie et de l'animisme amazonien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a. Moi, j'ai contribué à la rencontre entre Descola et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, c'est quand même cette hybridation-là, elle s'est faite. Effectivement, c'est extrêmement riche et c'est très porteur, ne serait-ce que parce que ça donne des contre-exemples. Ça donne la preuve en acte qu'il y a des façons de se lier au territoire et de s'organiser différentes. Le bouquin de David Graeber et David Wengro, pour ça, est vraiment donne de la force, quoi. C'est vraiment un survol de toutes les autres façons qui ont, y compris à très grande échelle, qu'il y a eu de s'organiser entre humains. La question de la spiritualité, c'est c'est un peu la même réponse que la question précédente, c'est que ça se décrète pas, ça dépend de qu'est-ce qu'on considère comme sacré, où est-ce qu'on met les valeurs, qu'est-ce qu'on considère comme important et comme pas important, ça dépend des institutions, des structures dans lesquelles on a grandi. Et peut-être juste, on va pas, je sais pas, c'est pas tout à fait dans la question, mais pour dire, on va pas devenir animiste d'un coup, et c'est sans doute pas souhaitable. On va pas commencer à se dire que de fait, on peut communiquer en rêve ou pendant une transe hallucinatoire avec les plantes qu'on cultive. Enfin, certains d'entre vous peut-être, mais pas tous. Et il faut des possibilités de créer ces attachements sans ça. Et à Notre-Dame-des-Landes, on a notamment créé un concept que je trouve assez puissant, qui est celui de rituel au second degré, de dire on peut faire des rituels, y compris des rites de passage, sans y croire vraiment, en faisant comme si. Ça ne veut pas être second degré, ça ne veut pas du tout dire en manquant de respect, en prenant ça à la légère, mais en disant faisant comme si on va faire une offrande à une mare, faire un rituel collectif pour un arbre parce que c'est un endroit qui a été important pendant l'affrontement avec la police ou des choses comme ça. Et aucun d'entre nous, ou presque, se dit que l'arbre va être reconnaissant de ce qu'on lui offre. Mais le fait de faire comme si permet au rituel de jouer son rôle. C'est-à-dire de donner une importance particulière, affective, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, ça sera encore plus difficile d'abandonner cet arbre et cette forêt à l'aménagement du territoire, par exemple. Ça crée, avec la motivation de se marrer principalement, collectivement, et de faire ça à la légère. Donc c'est une façon d'obtenir, disons, un certain nombre de bénéfices du commun. Et aussi, comment est-ce qu'on accède à la terre, au foncier? Enfin, en tout cas, il y a besoin de manière un peu sous-jacente d'une réappropriation du foncier qui a eu lieu sur la ZAD parce que le foncier avait été déserté, ça avait été nettoyé. Mais dans plein de territoires, c'est pas du tout si facile que ça de récupérer le foncier pour refaire du commun. Là, je suis pas compétent pour répondre dans le détail, mais pour le coup, il y a quantité d'organisations qui s'interrogent sur cette question-là. Et évidemment, c'est fondamental. L'hypothèse de base des soulèvements de la Terre, c'est en partie ça. C'est de dire, bon, ben là, faut trouver des moyens légaux et extra-légaux et des mélanges entre les deux, des moyens de jouer avec la légalité tout en créant un rapport de force via tout un tas de méthodes pour reprendre en main du foncier. Ça, évidemment que et là, il n'y a pas de...
évidemment une énorme question. Il y a les soulèvements de la terre, il y a Terre de lutte, il y a la foncière antidote, il y a tout un tas il y a des organisations qui essayent de détourner l'institution fonds de dotation justement pour permettre des acquisitions en propriété collective. Enfin, ça, il y a quantité d'initiatives qui sont tout à fait conscientes que en fait, la période qu'on traverse de fin de règne du capitalisme et de crise systémique, ça a cet effet marrant que on revient aux fondamentaux, quoi. Après une période où les mouvements d'émancipation s'inscrivaient dans la matrice productiviste industrialiste, où ils la voyaient même comme une condition de l'émancipation. Là, c'est comme si les choses étaient remises à zéro et les enjeux qui reviennent sur le devant de la scène, c'est vraiment la terre, l'eau, les ressources, les façons de se nourrir et de s'organiser sur les territoires. Eh ben, je pense que c'est sur ça qu'on va terminer cette discussion, même si nous ici à la ruche on aura la chance de pouvoir la prolonger un peu entre nous et avec toi avec un bon repas et un bon verre de vin chaud. Merci à tous et toutes. Je trouvais qu'il y avait des échanges très très riches. On n'a pris aucune question du chat ou en ligne parce qu'il y avait tellement suffisamment de questions ici que on n'a pas pris cette peine. Mais on a quand même l'espoir que c'était intéressant pour toutes les personnes qui nous suivaient et qui sont pas physiquement avec nous. Et puis voilà, on se retrouve à 20h30, c'est ça? À 20h30 pour un spectacle assez mystérieux mais qui sera à mon avis vraiment intéressant et riche et puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Si, donc c'est pas bien. Tu viendras pour dire en ligne, je